Attention à tous, préparez-vous pour une vidéo explosive. Aujourd'hui, on plonge directement dans un clash brûlant entre Nathalie Yamb et Alain Foka. Récemment, Alain Foka a publié une vidéo intitulée « La menace qui plane sur l'Afrique ». Une vidéo qui a déjà fait plus de 600 000 vues. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nathalie Yamb ne mâche pas ses mots et dénonce ouvertement ce qu'elle considère comme des manipulations et des mensonges flagrants de Foka. Elle accuse Alain Foka de faire passer Mamadi Doumbouya pour un héros anti-impérialiste, alors qu'en réalité, selon elle, Doumbouya n'a rien changé aux intérêts français, européens ou américains en Guinée. Une accusation de malhonnêteté sans équivoque. Regardez ça de plus près, ça risque de chauffer. Bienvenue à cette nouvelle analyse percutante où nous décortiquons les vérités cachées derrière les discours publics. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur une récente chronique d'Alain Foka intitulée « La menace qui pèse sur l'Afrique ». Préparez-vous, car les apparences peuvent être trompeuses. Dans son groupe Telegram, Nathalie Yamb a balancé sans détour, je cite, « Je viens de regarder, une fois n'est pas coutume, la chronique d'Alain Foka intitulée « La menace qui pèse sur l'Afrique ». Sous des dehors laudateurs, elle est sournoise et pernicieuse. On citait Mamadi Doumbouya parmi les dirigeants militaires qui ont eu le courage de changer le système en cours dans les pays depuis le temps de l'esclavage, de la colonisation et de la France-Afrique, alors que Doumbouya, adoubé par Ouattara, jamais dérangé par Paris et Washington, n'a rien changé du tout, n'a mis dehors aucun intérêt français, européen ou américain, est tout simplement malhonnête. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tous. Le soutien n'est pas seulement à des personnes. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, une chose est certaine. Ces officiers, qu'il s'agisse d'Assimi Goïta du Mali, d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, de Mamadi Doumbouya de Guinée ou d'Abdourahmane Tiani du Niger, ils sont des game changers. Pas parce qu'ils ont fait un putsch, mais simplement parce qu'ils viennent de mettre fin à un modèle qui était arrivé à son terme. Un modèle contre lequel tout le monde en Afrique était opposé, mais n'osait pas s'y attaquer par peur de représailles. Qu'on le veuille ou non, ils ont réussi à mettre dehors ceux qui pendant tant d'années imposaient leur rythme, imposaient leur calendrier, imposaient leurs hommes. 2. Quand il énumère les effets négatifs des régimes militaires sur les populations, il parle de l'inflation au Niger, au Mali et au Burkina, mais il reste bouche cousue quand il s'agit de la Guinée de son compère Mamadou Doumbouya. Cette image s'applique plus que jamais à ces dirigeants de l'AES. La première de bataille à mener au plus vite est vis-à-vis du peuple qui les a soutenus dans celle qu'ils viennent de remporter. Ce peuple s'est aligné derrière eux pour chasser ces armées d'occupation. Ce peuple a accepté de souffrir, de subir la violence des sanctions. Ce peuple a accepté l'austérité, l'absence de médicaments dont il avait besoin. Ce peuple a subi les coupures d'électricité qui ont tué de nombreux petits commerces, qui ont entraîné le décès de malades en salle d'opération. Ce peuple a accepté tellement de sacrifices qu'il veut maintenant commencer à voir le bout du tunnel. 3. Son insistance à vouloir pousser les dirigeants de l'AES à sortir rapidement de la gestion des affaires courantes pour donner de l'espoir aux populations est non seulement intrigante, mais donne écho aux revendications des puissances étrangères hostiles. Les pays de l'AES sont encore en guerre et celle-ci va même en s'amplifiant. Pourquoi insister pour qu'ils passent la main urgemment? Il s'agit maintenant, pour ces leaders, qui lui ont redonné sa dignité, pour ces gouvernements issus de ce coup d'État, pour ces régimes qui ont fait grandir en eux tant d'espoir, de fixer un cap, de sortir de la gestion au quotidien des affaires courantes pour leur donner de l'espoir. Ces populations sont fatiguées, lasses d'attendre. Il importe de leur montrer qu'elles ont eu raison de les soutenir, que le meilleur dans leur assiette, dans leur quotidien, est à venir. Lorsque l'on vit dans tous ces pays, il faut reconnaître que le coût de la vie a explosé. 4. Il dit clairement que les officiers n'associent pas les populations à la vision du développement auquel celles-ci aspirent. Quelle audace! Il oublie que les civils sont dans tous les gouvernements de l'AES, dans les CNT. Il oublie que les militaires au pouvoir ont procédé aux plus grandes consultations populaires jamais organisées dans ces pays, les assises de la refondation, le dialogue national, etc. Et je peux témoigner pour les avoir tous rencontrés, qui sont vraiment animés d'un désir de changer les choses. Ils sont au taquet, comme on dit. Ce n'est pas la volonté qui manque, mais la situation est suffisamment préoccupante et urgente pour que l'on passe à la vitesse supérieure. Pour cela, il faut une grande union, un grand cadre de discussion, de réflexion, de partage des idées que l'on doit vite rendre concrètes. Se mettre en mode écoute, puis vite en mode action. Bref, il faut donner aux populations l'opportunité de participer à ce changement et faire vivre, entretenir l'espoir à travers la nouvelle manière de penser l'Afrique.
5. Pourquoi le bon remède doit-il forcément venir d'une nouvelle classe politique que lui et ses patrons français vont désigner et non pas des militaires au pouvoir. Tous ces chefs de parti et anciens ministres qui ont fait de la politique leur métier et qui voient dans ce bouleversement la fin de leurs privilèges doivent comprendre que ce temps est révolu, que leur démarche pour déstabiliser ceux aux affaires ne contribue pas à faire avancer le calendrier global. Ils n'ont pas besoin des autres pour revenir. Ils ne sont pas la solution. Ils sont pour beaucoup une des sources du problème. S'ils étaient capables de mieux, ça se saurait. Ils l'auraient démontré par le passé. S'ils veulent être utiles, ils doivent plutôt apporter leur expérience au service du mouvement qui est en marche. Il faut de nouveaux acteurs. Il faut renouveler la classe politique. 6. Quand il parle des enlèvements intempestifs injustifiés de personnes, il indexe l'entourage des dirigeants de l'AES, mais encore une fois, il n'évoque pas son bon gars Mamadi Doumbouya, alors que ça enlève joyeusement les gens en Guinée sans que le pays ne soit ni en guerre, ni soumis à la déstabilisation terroriste et étrangère. Mais il convient dans le même temps d'attirer l'attention de ces dirigeants de l'AES qui semblent soucieux de leur peuple du risque de plus en plus affiché que certains de leurs proches font peser sur leur image, sur leur engagement, sur leur combat par leur propension aux enlèvements intempestifs et injustifiés de personnes. Je me souviens de ce que ceci avait eu comme conséquence négative dans la révolution sankarienne avec certains CDR. Vigilance donc. Je le répète, ce monsieur n'a jamais de toute sa vie été dans le combat panafricain ou souverainiste. C'est un fait, les écrits, les audios sont là. Et c'est lui qui veut aujourd'hui donner des leçons aux gens comment penser l'Afrique autrement. Il l'a dit lui-même, le peuple a de la mémoire et cette mémoire ne se limite pas aux faits et méfaits de l'ancienne classe politique, mais également à ceux qui pendant 32 ans ont servi le système de la Franc-Afrique dans les médias et en chuchotant à l'oreille des chefs d'État asservis. Il est au mieux un businessman sans foi ni loi qui a identifié des possibilités de se remplir les poches en cherchant des marchés dans l'AES. Au pire, c'est un infiltré mis en mission par ses patrons de toujours, 32 ans au service de l'outil de propagande numéro 1 de la France-Afrique et du Quai d'Orsay pour se bâtir une crédibilité dans les cercles souverainistes africains afin de côtoyer les leaders de l'AES, leur suggérer des politiques bancales comme celle du changement tordu de constitution qu'il a soufflé à son pote fort Gnassingbé qui lui ouvre les portes et tenir ses patrons au courant de la stratégie et des plans de AG, IB et AT ou même les influencer, de l'art de faire comme s'ils complimentent nos leaders tout en les dénigrant. Bon début de semaine et là, attention, le commentaire que Nathalie Yamb a lâché sur son groupe Telegram, vous le voyez ici, a été posté le 5 août. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une critique cinglante, directe, sans filtre contre Alain Foka. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, j'aborde ce genre de débat avec prudence, même si je ne maîtrise pas tous les aspects, j'essaie toujours de me forger ma propre opinion. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé en entier la chronique d'Alain Foka dont elle parle et franchement, même si je ne suis pas fan des actualités négatives, il faut admettre que Nathalie Yamb a soulevé des points très pertinents. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Lâchez vos avis en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.